Bonjour et bienvenue sur la chaîne Toutes nos différences, cette chaîne qui parle des spécificités de fonctionnement des personnes avec TSA. Aujourd'hui, pour cette vidéo, je voulais répondre à une question qu'on m'a posée il n'y a pas très longtemps, mais qu'on me pose surtout très souvent, qui est pourquoi mon enfant fait beaucoup de bruit tout le temps et surtout que faire, comment faire pour faire en sorte qu'il fasse moins de bruit et parce que c'est hyper envahissant au quotidien, que ça soit à la maison, que ça soit au niveau de l'école, et ça peut être très problématique dans l'inclusion scolaire notamment, et puis surtout pour des parents, pour parler familièrement, ça tape quand même sur les nerfs très souvent d'avoir un enfant, ou même des enfants, des gens qui font tout le temps du bruit en permanence. D'un point de vue sensoriel, faire du bruit, ça peut être pour deux raisons. Ça peut être soit lié à une hyposensibilité auditive, soit lié à une hypersensibilité auditive. Alors vous allez me dire, pourquoi ça peut être lié aux deux? Alors c'est très simple. On va pouvoir savoir à quoi c'est lié justement, uniquement, dans l'observation. Alors moi je vous conseille vraiment de faire une observation objective. Pour faire une observation objective, on fait une grille. Comme ça au moins, c'est simple, on met des croix dans des colonnes et il n'y a rien de plus objectif que des croix dans les colonnes. À la fin de la journée, on compte le nombre de croix. Donc c'est simple, est-ce que l'enfant fait du bruit quand il y a déjà du bruit à l'extérieur ou est-ce que l'enfant fait du bruit quand il n'y a pas de bruit du tout? Est-ce que l'enfant fait plus de bruit quand il y a plus de bruit? Donc un surenchérissement continu du bruit. Plus il y a du bruit, plus il va en faire. Plus on va lui demander de se taire, plus il va en faire. Plus on s'énerve, plus il va y avoir de bruit. Ou au contraire, plus il y a de bruit, moins il fait de bruit. Et plus il y a de silence, plus il va en faire. Et ça, c'est extrêmement important à savoir, à quantifier. Parce que du coup, si l'enfant a une hypersensibilité auditive, il va avoir tendance à cacher le bruit quand il y en a. Donc à pouvoir contrôler son ambiance sonore, faire une enveloppe sonore qui va le protéger des agressions entre guillemets extérieures, et en fonction des fréquences de bruit, en fonction de l'environnement dans lequel il est, il ne va pas pouvoir s'empêcher de faire du bruit parce qu'il sait qu'il va être agressé par des sons, par des fréquences sonores spécifiques, et donc du coup il va faire du bruit pour lui se conforter, se protéger dans une enveloppe sonore spécifique. Donc ça c'est important à avoir en tête, c'est qu'effectivement dans ce cas d'hypersensibilité auditive, le fait que l'enfant fasse du bruit tout le temps est entre guillemets une enveloppe de protection, entre guillemets quelque chose qui va lui permettre de contrôler son ambiance sonore pour pas être dérangé, agressé par certains types de fréquences. Donc dans ces moments-là, qu'est-ce qu'il faut faire? L'idée, c'est de faire en sorte qu'il n'ait pas besoin de le faire lui, que le milieu extérieur lui apporte cette enveloppe sonore. Alors soit on essaye de faire attention au bruit qu'on va faire au quotidien, c'est-à-dire de faire attention notamment qu'il n'y ait pas trop de bruit environnant. Des fois, par exemple, il y a des gens qui mettent tout le temps la télé en fond. Moi, je fais partie des gens qui, avant d'avoir des enfants, là maintenant beaucoup moins parce que je ne veux pas qu'ils restent bloqués devant la télé, mais j'avais tout le temps quelque chose d'allumé chez moi, soit la télé, soit la radio. Et ça, pour des enfants qui sont hypersensibles au niveau auditif, ça peut être très compliqué à gérer. On ne peut pas leur demander de ne pas faire de bruit s'il y a trop de bruit. Après, il faut le travailler. On peut aussi leur dire, si le bruit te dérange, tu peux mettre un casque, tu peux mettre des bouchons d'oreilles, tu peux mettre des oreillettes. Ça se travaille. Il y a des protocoles de mise en place. C'est-à-dire que des fois, quand l'enfant ne veut pas mettre un casque, c'est lié plus à une hypersensibilité tactile par moment. Donc l'enfant ne veut pas mettre le casque, j'en ai parlé dans une ancienne vidéo, c'est pas parce qu'il ne veut pas mettre le casque qu'il n'en a pas besoin. Des fois, il ne veut pas mettre le casque parce que la sensation sur les oreilles ou dans les oreilles, si on parle de bouchons d'oreilles, est insupportable. Donc ça se travaille petit à petit, c'est-à-dire qu'on désensibilise la mise en place du casque, et on désensibilise un petit peu au niveau des oreillettes ou la mise en place vraiment de l'outil pour faire en sorte qu'il puisse accéder à son bien-être auditif. Donc, il y a ce côté-là, très important à prendre en compte. Et puis, il y a le côté d'hyposensibilité auditive. L'hyposensibilité auditive, à l'inverse,
c'est le fait que le cerveau ne perçoive pas assez l'information. Donc lui, il va le faire pour pouvoir être vigilant. Il va tout le temps faire une ambiance sonore pour pouvoir augmenter son niveau de vigilance. Et là, à ce moment-là, moins il y a de bruit dans la maison, plus lui, il va en faire. Donc ça, vous voyez, même si l'aspect émergé de l'iceberg, c'est de faire du bruit, il ne va pas le faire au même moment. Moins il y a de bruit, plus il va en faire dans le cadre de l'hyposensibilité auditive. Du coup, dans ces moments-là, ce qui pouvait être problématique dans l'autre cas, c'est-à-dire avoir tout le temps la radio allumée, d'avoir tout le temps la télé allumée, peut rendre service. Parce que d'un point de vue extérieur, le milieu extérieur va répondre aux besoins de l'enfant. Allumer une radio, mettre un fond musical dans une chambre d'un enfant qui a une hyposensibilité auditive peut permettre que lui diminue ses productions sonores. Ce qui est important aussi à prendre en compte, que ce soit dans les deux cas, c'est l'aspect comportemental. C'est-à-dire que on ne pourra pas, quoi qu'il arrive, c'est quand même un travail à plus ou moins long terme, on va dire à moyen terme, pour faire en sorte qu'il puisse ne plus avoir besoin de ça et que l'enfant ou l'adolescent puisse vraiment s'appuyer uniquement sur le milieu extérieur. Donc du coup, il ne pourra pas s'empêcher tout le temps. Ce qui est important, c'est l'aspect comportemental. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on va aussi travailler sur la structuration du temps et de l'espace. On va autoriser l'enfant à faire le bruit qu'il veut, mais dans un espace identifié. Si vous êtes en train de regarder la télé et que vous avez l'enfant qui joue à vos pieds, devant votre canapé, en train de faire du bruit ou de crier et tout ça, il ne faut absolument pas autoriser qu'il le fasse à cet endroit-là. Lui dire, si tu veux faire du bruit, il n'y a aucun souci, tu as le droit, mais c'est dans ta chambre. Ou dans un autre espace, mais en tout cas un espace identifié. Et ça, c'est vraiment hyper important. Parce que dans l'hyposensibilité auditive, il y a un besoin de faire du bruit. Mais le besoin de faire du bruit, il n'est pas forcément... on ne doit pas confondre, il a besoin de faire du bruit et du coup, il contrôle tout et puis il empêche tout le monde de vivre aussi. Donc du coup, ça c'est aussi très important par rapport au repère, de faire en sorte qu'on lui autorise à répondre à son besoin, mais à des endroits et à des temps vraiment très spécifiques. D'un point de vue quand même sensoriel, c'est hyper important de prendre en compte que si on veut diminuer les autostimulations, si on veut diminuer les comportements vraiment autosuffisants entre guillemets et d'autoréponse quelque part qui vont mettre en place par rapport à leur spécificité, il faut que le milieu extérieur réponde à leurs besoins. Il faut qu'ils comprennent que l'autre, que l'extérieur peut vraiment répondre à leurs besoins et ça va diminuer les autostimulations. Donc du coup, pour un enfant qui fait beaucoup de bruit à cause d'une hyposensibilité auditive, l'idéal c'est déjà à certains moments on cantonne dans un espace, c'est-à-dire tu vas jouer dans ta chambre, tu restes dans ta chambre. Si tu restes avec nous, tu fais pas de bruit, ça c'est important, c'est-à-dire qu'il a le droit de faire du bruit, mais pas en dérangeant tout le monde. Et s'il veut faire du bruit, il va ailleurs. Et s'il veut être là, il respecte l'ambiance globale, sociale. Mais il faut aussi qu'on puisse, nous, lui apporter les stimulations auditives dont il a besoin. Donc, être dans une chambre, par exemple, tout seul, ça peut être angoissant. Mais si on met de la musique, si on met une ambiance sonore, quels que soient les outils, une chaîne Hi-Fi, une télé, n'importe quoi, la télé c'est aussi visuel, mais en tout cas une ambiance sonore importante peut permettre à l'enfant de rester un peu plus seul et d'avoir une stimulation auditive du milieu extérieur adaptée. Pour l'hypersensibilité auditive, à ce moment-là, ça va être l'inverse. Ça veut dire un endroit qui va protéger des agressions et des outils qui vont protéger des agressions éventuelles. Quand je parle d'agression, c'est parce qu'effectivement, pour des personnes hypersensibles au niveau auditif, vraiment, certaines fréquences de son peuvent être très très compliquées à gérer au niveau cérébral. Et donc du coup,
apporter un vrai inconfort et créer des angoisses. Donc, la mise en place d'un casque, la mise en place de petits bouchons d'oreille qui vont permettre une diminution des agressions sonores et de permettre de contrôler aussi les fréquences sonores. La mise en place d'endroits un peu plus protégés au niveau sonore. La prise en compte aussi que quand on veut que l'enfant soit avec nous, il y ait une diminution des bruits de fond, il y ait une diminution aussi du langage permanent, de faire attention à ce que, par exemple, chacun parle l'un après l'autre et non pas tout le monde en même temps. Des choses comme ça peuvent vraiment aider l'enfant à diminuer lui son enveloppe sonore parce qu'il y aura moins d'inconfort. N'hésitez pas à me poser d'autres questions pour que je puisse répondre un peu plus précisément à tout ça, parce qu'effectivement, moi, quand je parle avec des familles, je donne beaucoup plus de détails sur beaucoup plus de choses, parce que dans la discussion, il y a plus d'exemples, donc par rapport à chaque exemple, je peux donner plus de détails et plus d'outils. Voilà, n'hésitez pas dans vos commentaires à me poser des questions. Et puis, je ferai aussi une autre vidéo sur d'autres outils. Il y a une vidéo sur le casque anti-bruit, mais j'ai découvert aussi d'autres outils, notamment des bouchons d'oreille. Donc, je vais faire une vidéo prochainement sur ces outils-là pour vous en parler et pour répondre aussi à d'autres questions. Et puis, voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. N'oubliez pas à vous abonner. Si vous voulez être au courant de tout ce qui se passe, abonnez-vous. Cliquez dans le lien aussi pour pouvoir avoir une vidéo gratuite si vous voulez en savoir un peu plus sur les spécificités sensorielles. Et à très bientôt, et je vous souhaite vraiment à tous et à toutes une très bonne journée. Au revoir.